Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode hors série qui vient compléter la vidéo sur les Gaulois sortie précédemment. Il s'agit d'un épisode moins structuré, néanmoins sérieux, consacré au plus connu des Gaulois historiques, Vercingétorix. Je projetais à l'origine de faire une seule et unique vidéo sur les Gaulois, mais je me suis rendu compte que ce que je vais vous raconter n'était pas indispensable pour comprendre qui ils étaient. J'ai donc mis de côté la partie Vercingétorix pour ne pas alourdir la vidéo qui était déjà bien dense. Il est préférable que vous ayez visionné le premier épisode pour mieux comprendre celui-ci, mais si ce n'est pas le cas, ne vous en faites pas, vous pourrez quand même l'apprécier. A l'origine, je connaissais cet illustre Vercingétorix uniquement de nom, et je savais juste qu'il avait tenu tête à Jules César. Je vous propose dès maintenant de le découvrir plus en détail. C'est parti. Tout d'abord, Vercingétorix est certainement le seul Gaulois connu avec un certain détail. Comme souvent chez les Gaulois, on ignore le véritable nom de Vercingétorix, qui signifie d'ailleurs quelque chose comme roi ou chef supérieur des guerriers, ou encore le grand roi des héros. Vercingétorix aurait la trentaine tout au plus au moment de la guerre des Gaules. C'est bien sûr un Gaulois, mais plus précisément un Arverne, nom de l'un des peuples gaulois les plus importants de son époque, situé dans l'équivalent de notre Auvergne actuelle. Mais avant de nous appesantir sur Vercingétorix, il nous faut, préalablement, poser le contexte. Déjà, une grande partie des informations nous provient de Jules César lui-même et de son ouvrage Commentaire sur la guerre des Gaules. César est plus âgé que Vercingétorix et bénéficie d'une éducation de qualité dans plusieurs domaines. Pour autant, il se montre parfois imprécis dans son œuvre et omet des détails. Mais il ne ment pas, ce qui fait de son ouvrage une source historique sérieusement prise en compte. En somme, les éléments qu'il nous apporte sont intéressants, mais il convient de maintenir un esprit critique lorsqu'on les étudie. Chez les Arvernes, peuple d'où provient Vercingétorix, figurent des gens importants, et parmi eux des Gaulois célèbres tels que Luerne, un riche aristocrate du IIe siècle avant Jésus-Christ. Il parcourait l'Auvergne sur un char en distribuant de l'argent et en organisant des banquets énormes, probablement dans l'idée d'obtenir des suffrages pour décrocher la magistrature suprême chez les Arvernes. Cette vie faste était connue chez les princes de ce peuple. On présume que Luerne est le père de Bituite, qui devient ensuite un authentique chef Arverne. Bituite s'oppose au peuple plus au nord, les Éduins, étroitement liés aux Romains. En moins 121, Bituite, à la tête d'une gigantesque armée, perd une bataille face au sénateur romain Domitius Aenobarbus, qui le séquestre en territoire romain. Les Arvernes perdent ainsi leur place prestigieuse, mais dans les environs de l'an moins 80, les Arvernes retrouvent leur rang grâce à un jeune noble hostile à Rome nommé Celtios. C'est le père de Vercingétorix. Sa famille est établie à Gergovie, au sud de l'actuel Clermont-Ferrand. C'est là que siège la capitale Arverne. Celtios parvient à obtenir pour sa cité la magistrature suprême de la Gaule. Certains Arvernes craignent néanmoins qu'il ne devienne un roi qui s'arroge trop de pouvoir et le mette à mort. À la mort de Celtios, les concurrents des Arvernes profitent de la nouvelle situation, notamment les Éduins, qui leur prennent la première place dans le conseil de toute la Gaule et cherchent une alliance toujours plus solide avec Rome. Les Éduins ont cependant des adversaires, comme les Séquanes, situés dans l'actuelle Franche-Comté et qui pèsent économiquement dans la région. Rome profitera de ces divisions pour envoyer des troupes en Gaule. L'affrontement devient tel que les Séquanes demandent aux Germains, peuple d'Outre-Rhin, de leur venir en aide. Les Éduins les affrontent et tous les sénateurs sont tués au combat, hormis Diviciacus, un druide. À la même époque, différents personnages importants s'entendent. Premièrement, Orgetorix, le plus grand des aristocrates helvètes, peuple qui occupe le plateau suisse. Deuxièmement, l'Éduin Dumnorix, frère de Diviciacus, le druide. Et troisièmement, le Séquane Casticos. Ils s'accordent tous trois pour gagner plus de pouvoir en Gaule, territoire entre-temps conquis partiellement par les Romains.
Le survivant Diviciacus, le druide Éduin, frère du conjuré Dumnorix, s'est réfugié à Rome pendant plusieurs mois chez le célèbre orateur Cicéron. Il demande l'aide des Romains, notamment en rencontrant le proconsul Jules César, administrateur de la Gaule. Diviciacus déjoue le complot de son frère avec l'aide des troupes romaines entrées en Gaule, qui ont saisi ce prétexte pour pénétrer le territoire. Le druide, resté fidèle à Rome, assiste César durant la campagne. Il joue alors un rôle de diplomate, en assurant le lien entre diverses assemblées gauloises et César. Les Gaulois demandent alors que les Romains repoussent les Germains qui occupent une partie du territoire gaulois, ce que César accepte. À cette époque, le proconsul jouit de la part du Sénat romain de conditions politiques et militaires exceptionnelles, jamais accordées à l'un de ses prédécesseurs. On peut supposer que César avait pour intérêt de gonfler les enjeux de son intervention militaire auprès de Rome, afin de justifier une campagne militaire dont il ressortirait glorieux. C'est pour cela que je vous disais plutôt qu'il faut maintenir un esprit critique à l'endroit de César. Pour autant, il n'a pu grandement mentir, puisque des adversaires politiques se trouvaient dans son état-major et auraient pu le contredire. Pour aider les Romains à repousser les Germains, chaque cité gauloise fournit alors sa cavalerie, des vivres, des otages et des armes. Les otages sont les premiers fils de chaque sénateur. Cet épisode marque une perte notable d'indépendance pour les Gaulois. Et c'est à ce moment précis qu'apparaît Vercingétorix, puisqu'il figure parmi les otages. Ces otages sont répartis en deux groupes. Ceux gardés auprès de César dans son camp, très bien traités, et les autres, gardés dans une région acquise aux Romains. Vercingétorix est un des princes de la cour de César. C'est dans ce contexte qu'il devient son ami. Il a la charge de la cavalerie gauloise donnée aux Romains. On conjecture qu'il aurait appris de cette manière l'art de la guerre. César, quant à lui, va mobiliser une importante troupe de 40 000 hommes, auxquels il faut adjoindre les milliers de bêtes qui les accompagnent. Une fois les Germains repoussés, celui-ci ne repart pas avec ses légions. Il entame alors un tour de Gaule pour rappeler aux cités gauloises leurs engagements. Les Gaulois sont désormais sous autorité romaine. Certains se rebellent sans succès. Ils ne parviennent pas à empêcher les Romains de s'enrichir sur leur dos. Le lourd tribut imposé pour entretenir leur armée commence à sérieusement crisper certains Gaulois qui finiront à terme par se fédérer autour de Vercingétorix. César renvoie plus tard les jeunes otages des familles partisanes de Rome et en nomme certains chefs de leur cité. Mais il se méfie quand même un peu de Vercingétorix. Il lui demande de retourner à Gergovie, d'où il vient, mais il est mal reçu. Vercingétorix ne renonce pas à s'imposer et parvient à réunir des partisans en se déclarant hostile à César et en usant de ses talents d'orateur. Une fois de retour à Gergovie, il chasse les hommes politiques en place. Il est alors proclamé roi par les siens. Par la suite, il prend contact avec les cités hostiles aux Romains et se débrouille pour rassembler des troupes et des armes. D'ailleurs, à l'évocation des troupes, j'en profite pour effectuer un petit pas de côté pour vous dire que nos connaissances actuelles nous permettent d'avoir une idée assez précise du guerrier gaulois à l'époque de la conquête romaine. Il possédait un casque en fer et portait une cotte de maille. Les guerriers étaient probablement répartis entre deux unités élémentaires, la cavalerie commandée par la noblesse et l'infanterie. Les cavaliers possédaient de grandes épées leur permettant de se battre depuis les chevaux. Les fantassins, quant à eux, possédaient des épées, mais surtout des lances et des boucliers de forme ovale. Dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, on observe une standardisation de l'équipement militaire. Les épées prenaient par exemple toute la même forme et la même longueur, ce qui montre une certaine organisation. Je referme la parenthèse. En moins 52, Vercingétorix est à la tête des populations hostiles aux Romains. À ce propos, puisque Vercingétorix signifie roi ou chef supérieur des guerriers, ma supposition personnelle est qu'il a dû acquérir ce nom à cette époque, à tout le moins assez tardivement dans sa vie. Je présume qu'il a gagné cette appellation après sa montée en puissance. Vercingétorix aurait agi selon des stratégies précises. Il aurait par exemple choisi d'affronter les Romains selon une technique de guérilla, avec son lot de harcèlement et d'embuscade, plutôt que d'opter pour un combat frontal. Il aurait aussi usé de la politique de la terre brûlée afin de causer un plus grand tort à César, lui qui s'était mu en Gaule avec une troupe très importante. L'idée était certainement d'affamer les Romains. Les Gaulois, ainsi emmenés par Vercingétorix, parviennent à interdire aux Romains la partie occidentale de la Gaule. Les Romains se replient donc à l'est. À Gergovie, Vercingétorix est victorieux, après avoir enduré un siège.
Une bataille décisive va ensuite avoir lieu à Alésia, qui est vraisemblablement située à Alise-Sainte-Reine, dans l'actuel département de la Côte d'Or. Vercingétorix parvient à rassembler une immense armée, bien qu'une partie de la Gaule soit restée fidèle à Rome. Il finit par se retrouver acculé à Alésia, où un siège débute. En dépit de l'aide d'une importante armée de secours, il ne parvient pas à briser l'encerclement, et se retrouve contraint à se rendre. Il finit par être emprisonné, après avoir été exhibé à Rome comme un trophée. Puis, en 46 avant Jésus-Christ, il aurait été étranglé en détention. C'est ainsi que se termine la vie de notre emblématique Gaulois. Au fil des siècles qui suivront, César sera lu et commenté, alors que les Gaulois et Vercingétorix tomberont, eux, dans l'oubli, avant de reparaître récemment dans notre histoire. La guerre des Gaules a un lourd bilan, puisque l'on estime à plusieurs centaines de milliers le nombre de victimes pendant toutes les années de conflit. Par la suite, le territoire sera progressivement administré par les Romains et son réseau de circulation sera réaménagé. Certaines terres seront données à des colons ou à des vétérans de guerre. Marseille sera le dernier territoire à tomber dans l'influence de Rome. C'est ainsi que, petit à petit, l'ensemble de la Gaule sera romanisé pour permettre l'émergence de la culture gallo-romaine. Ça y est, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut ou un partage. Je vous remercie, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao!